Alors aujourd'hui, on va pas faire des travaux dans le bus, mais on va t'emmener à la rencontre d'Alex Viseo. Cette interview, on l'a tournée il y a quelques mois quand on avait loué un chalet au Québec en hiver, c'était très agréable et on en a profité pour appeler Alex qui a changé 2 fois de vie. La première fois, il a quitté sa vie toute tracée de salarié pour partir en tour du monde et au fil des ans, il est devenu influenceur voyage. Et après 10 ans de ce job de rêve, Alex a tout plaqué encore une fois pour faire une nouvelle transition. Alors dans cette interview avec Alex, on va d'abord discuter des ingrédients qui vont faire que tu peux réussir une transition, mais on va aussi parler des pièges à éviter. On va aussi en profiter pour démystifier les réseaux sociaux et voir comment toi aussi tu peux profiter de cette visibilité gratuite pour trouver des clients. Cette interview fait partie du podcast des créateurs nomades et tu peux le retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et on te prépare un résumé et un article complet de cette interview d'Alex Viseo sur notre blog Voyage en roue libre. Et si toi aussi tu rêves de devenir un créateur nomade, on a écrit un guide pour toi pour que tu puisses te lancer en freelance sans risque. Et avec beaucoup de kiff. Bon, on va pas se le cacher, on a eu un pépin pendant le tournage où notre micro de backup a planté et on avait un spa qui ronronnait dans le fond puisqu'on était au chalet et donc notre son est pas terrible. Mais le plus important, c'est que le son d'Alex soit audible puisque lui, il est parfait son son et surtout c'est son message. Donc on te laisse profiter de la vidéo maintenant. C'est parti. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Salut Alex, bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Contente de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Déjà, salut mesdemoiselles, j'espère que ça va bien, ravi d'être sur votre podcast. Alors moi, je m'appelle Alex Viseo, j'ai été pendant très longtemps influenceur voyage, pendant plus de 10 ans influenceur voyage. Mon métier c'était de parcourir le monde et de donner aux gens l'envie de voyager. Et avant, j'avais même une vie d'employé, comme tout le monde. Je travaillais sur un open space. Et en fait, au bout de 5-6 ans, j'en ai eu marre, je suis parti réaliser mon rêve qui était de faire le tour du monde. Et c'est à partir de là où ça m'a amené au métier d'influenceur voyage. Jusqu'à il y a à peu près 6 mois où j'ai eu envie de nouveaux challenges, d'évoluer, de changer, de faire autre chose. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens sur le personal branding et sur leur stratégie de création de contenu. J'ai passé une partie de ma vie ma mission, c'était de donner aux gens l'envie de voyager, les aider à réaliser leurs rêves personnels à travers le voyage. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les gens en fait à pérenniser un business et avoir le métier dont ils rêvent grâce en fait au levier du personal branding, à la création de contenu. Du coup, ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu justement des tout débuts de ton histoire finalement. Toi, tu as eu un parcours où vraiment tu as tout construit progressivement, étape par étape, puis tu avais des objectifs que tu as atteints, mais des fois, ça a même été un peu par hasard finalement, j'imagine. Mais au tout début, toi, tu étais salarié, comme tu l'as dit, et tu as finalement gravi les échelons super rapidement dans ce qu'on a vu de ton parcours. Tu as fini directeur d'une régie pub à la SNCF, mais tu as commencé en bas, quoi. Donc déjà, est-ce qu'au niveau de ton caractère, tu avais quand même quelque chose qui te permettait, tu penses, de pouvoir avancer super vite dans ce que tu voulais accomplir ? Qu'est-ce qui faisait la différence ? En fait, alors je vais corriger, je suis arrivé au service client, donc je répondais à des mails toute la journée dans un mail center, il fallait faire 90 mails par jour. Et donc j'étais pas directeur de la régie pub, j'étais quand même directeur de clientèle chez voyagesncf.com, donc pas de la SNCF mais de voyagesncf.com. Je fais un bisou à Claire Michel quand même, que je vais pas lui piquer son poste à l'époque. Quand même, ça serait un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'en l'espace de 5 ans de travail, chaque année j'ai eu la chance d'avoir une promotion interne, donc tu vois, j'ai un bac plus 2,5 et en fait à 25 ans, donc j'ai commencé à travailler à 21, à peine 22, et en à peine 5 ans, à peine à 25 ans d'ailleurs, j'avais le titre de cadre. J'avais le boulot que normalement on a quand on sort d'école de commerce, avec tout ce qui va derrière. J'avais un très bon salaire. Et en fait, pour répondre à ta question qui est qu'est-ce qui a fait la diff ? Alors déjà, il faut être au bon endroit au bon moment, dans le sens où quand tu as une boîte moi quand je suis arrivé on était 80, je suis reparti on était 450, quasiment 500. Donc évidemment, quand tu es en pleine croissance, tu as d'autres opportunités que tu n'as pas quand la boîte elle stagne, mais elle évolue doucement. Et en fait, à part le fait que j'étais au bon endroit au bon moment, ce qui m'a clairement aidé, c'est de 1, montrer que tu fais bien ton boulot, 2, en fait, que tu vas vers les gens. Donc c'est un peu faire du réseautage. Alors moi, j'ai jamais été réseautage, et alors pour un ancien commercial, c'est quand même un peu bête.
mais parce que je n'arrive vraiment pas, c'est pas dans mon ADN de faire semblant en fait. Aller serrer la paluche et faire discuter avec des gens que je n'aime pas ou dont je n'aime pas l'énergie, j'ai jamais pu le faire et je n'y arrive toujours pas. Par contre, montrer que je suis très content d'être là, que je vais dire bonjour à tout le monde, tous les gens en tout cas que j'apprécie, et que je vais faire les choses qu'on ne me demande pas, mais de moi, d'être proactif, d'essayer de proposer des choses en plus que ce qu'on m'a demandé, sans demander rien en retour, si ce n'est montrer le simple plaisir que j'ai d'entreprendre, d'être proactif et d'apporter quelque chose à la société qui finalement me nourrit, m'a permis en fait d'être choisi quand je suis passé du service client à la régie pub en fait. On a dit en fait le gars il a un plus gros potentiel que ça puisqu'il n'est pas juste là à répondre ses mails et se plaindre toute la journée comme c'était le cas de pas mal de gens au service client. Après je peux comprendre, c'est pas un métier forcément ultra stimulant quand tu le fais depuis longtemps, même si pour moi ça a été une super expérience le service client, dans le sens où quand tu commences dans ta vie professionnelle par gérer les problèmes clients, après non mais quand tu commences à savoir comment la mécanique du problème client fonctionne et que tu as les clés pour le résoudre et que tu as aussi l'empathie qu'il faut pour le résoudre, ça t'aide énormément pour tout le reste. Parce qu'en fait, peu importe que tu sois commercial ou d'autre, tu auras toujours une relation avec un client. Que tu sois chef de projet, que tu sois peintre, tu as ton client qui t'a demandé un truc, c'est ton client. Donc quand tu sais gérer cette relation-là et l'entretenir et savoir comprendre ce que les gens attendent de toi et surtout être toujours dans le positif et chercher des solutions et surtout ne pas prendre des choses personnellement, tu vas pas se sentir agressé ou pas s'énerver mais dire voilà, c'est pas contre moi qu'il en a, ça apprend énormément. Donc c'est aussi quelque chose d'important et c'est ce qui m'a permis à chaque fois de montrer que quand je voulais faire un peu plus, on m'a proposé, on m'a choisi. Et quand j'étais à la régie, pareil. Je dis, vas-y, je fais ça, mais vas-y, file-moi ça, moi je vais tester, vas-y. Mais je te demande pas de thune en fait. Juste vas-y, donne, ça me fait plaisir. Et par contre, effectivement, quand tu arrives à le faire, une fois, deux fois, trois fois, que en fait, t'apportes quelque chose, quand vient le moment de renégocier ton contrat, tu dis, voilà, je fais ça, j'apporte ça. Donc, forcément, ça pèse dans la balance quand tu dois après demander une promotion interne. Et c'est intéressant parce que tu as dit un truc, justement, que tu n'aimais pas le réseautage en tant que tel, pour le côté serrage de paluche, etc. Mais en fait, le réseau, finalement, la construction de ton réseau, c'est plus la manière dont tu le fais. C'est la manière où, justement, tu apportes de la valeur aux gens qui sont positifs, avec qui tu as envie d'entretenir des relations. Parce qu'un vrai réseau, c'est pas un réseau factice où tu entretiens des relations qui t'intéressent pas. Superficiel, quoi. Ça, souvent, c'est un peu ça. En fait, plus tu connais de monde, plus c'est pratique. Peu importe dans quel secteur, dans le loisir, dans le pro, dans ce que tu veux. Plus tu connais de monde et que tu t'entends bien avec des gens, entre guillemets, ou qu'entre guillemets, il y a une connexion, ils te connaissent, etc., plus c'est facile. Plus tu as d'opportunités, plus tu vas pouvoir faire des courts-circuits et aller directement là où tu as besoin. Sauf que ça implique de s'entendre, entre guillemets, justement, un peu un minimum avec tout le monde. Et je n'arrive pas... Et je voyais plein de gens qui étaient très forts, en fait, de « Oui, bonjour, très bien, très bien. » Qui est con, lui. Et ça, je sais pas faire, en fait. Ça, voilà. Alors que, du coup, ça leur permettait d'avoir des opportunités que j'avais pas ou avoir accès à des choses dont je n'avais pas accès. Mais j'ai fait la paix avec ça, en fait. Parce que, en fait, l'énergie que ça me demande et surtout l'encontre des valeurs que ça implique de mettre en action ça me bouffe trop d'énergie pour que je le fasse. Je préfère avoir moins d'opportunités et plus galérer, mais que finalement les gens avec qui je passe du temps et que j'échange, c'est que des gens qui me plaisent ou que j'ai envie d'apprendre à connaître. Voilà. Puis c'est intéressant aussi pour la partie formation dès le départ en réponse service clientèle, etc. Parce que c'est vrai que la base de tout quand tu te lances, même en freelance ou dans n'importe quel boulot, l'empathie, le fait de comprendre et de se mettre à la place des autres, ça t'apporte tellement plus de choses sur comment bien faire les choses que de penser à soi et de toujours être en mode c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, de pas prendre ses responsabilités ou d'avoir d'avoir l'impression que tout est personnel alors que ça l'est pas du tout. C'est juste que les visions sont pas alignées. Donc toi t'as appris dès le départ à aligner tes visions finalement avec ceux de tes clients et des gens. Ouais, clairement. Et en plus c'est moi qui ai un ego quand même un peu énorme que j'essaie de calmer en permanence et de tempérer parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie mais malheureusement je suis né avec. Ça m'a fait du bien aussi, tu vois. Et ça te le rappelle des fois, parce que des fois tu l'oublies, parce que quand tu changes de métier et que tu n'es plus autant en contact avec ça, tu as tendance à oublier les bases. Mais tu vois, il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle, en français ça va être Ne jamais couper la poire en deux,
qui est en fait un ancien négociateur du FBI qui, sur des prises d'otages, etc., sur des gros... un peu comme tu vois la nana dans Casa de Papel qui négocie avec les ravisseurs. Et ben en fait, il a inventé une toute nouvelle technique après avoir fait des études, parce qu'à la base, les mecs du FBI, ils arrivaient, fait bon bah voilà, tu relâches l'otage, on vous bute, de toute façon, on n'est pas là pour négocier, gros cow-boy. Et ils se sont aperçus en fait que ça avait beaucoup moins de résultats, parce qu'au final, le but c'est quand même de libérer l'otage, de pas payer de rançon et que tout le monde soit en vie, c'est un peu ça le but. Et en fait, leur approche, ils se sont compris qu'en ayant de l'empathie pour les ravisseurs, en essayant de comprendre les besoins et les gens qu'ils avaient en face, tout en restant ferme, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire c'est pas grave, t'inquiète, tu vois, mais en restant ferme, mais en étant à l'écoute, et ben en fait ça débloquait énormément de situations, énormément de possibilités. Et finalement, je crois que c'est ça, c'est la clé, c'est de se dire c'est pas contre moi qu'il en a, c'est pas forcément contre là les gens ou le produit que je lui ai vendu, c'est juste qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Et c'est apprendre à attendre l'oreille, c'est apprendre à... Il y a une phrase de Orelsan dans une de ses chansons qui dit la meilleure façon de résoudre un problème, c'est souvent de poser une question. Bah c'est ça en fait. Tu vois, c'est ça. Et ça, j'adore, en fait. Et quand tu commences à capter ça, et que tu arrives, en fait, à le garder en tête, parce que le plus dur, c'est de garder en tête, hein, c'est pas de le lire et de te dire, c'est vrai que c'est bien, mais le moment où on t'agresse, le moment où tu as un problème, de prendre ce recul et de l'appliquer, là, tu commences à être bon. Là, ça commence à bien se passer pour toi, en général. Ouais. Et du coup, après ça, t'arrives justement directeur clientèle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses le grand saut ? Comment t'as géré ça ? Ouais, de partir en tour du monde. Est-ce que tu te sentais bloqué quelque part dans ta carrière professionnelle ? Est-ce que tu pensais que tu pourrais pas avoir d'autres promotions ? Ou c'est plus que c'était la routine de salarié qui te convenait plus ? C'était quoi ? En fait, c'est marrant parce que justement, c'est pas le manque de promotion. Je me suis dit au contraire, c'est... En fait, c'est bon, potentiellement, j'ai 25 ans. Au-dessus de moi, il n'y a que 2 postes. Il y a la directrice de la régie et le directeur général. Voilà, c'est ça qui m'attend. C'est juste ces 2 trucs-là qu'il va falloir que je fasse. Je suis allé j'avais 25 ans. Alors, j'ai arrêté à 27 de travailler dans ce modèle-là et dans cette société-là pour partir justement réaliser mon tour du monde. Mais en fait, c'était de se dire, je suis allé au bout du modèle qu'on m'a toujours promis. Ok. On me l'a promis, je vais être heureux si je fais ça. Bizarrement, je n'étais pas heureux. J'avais un espèce de puits sans fond que je n'arrivais absolument pas à remplir et qui n'était rien en comparaison des émotions que j'avais ressenties quand je me sentais exalté durant, je sais pas, mon année au pair aux États-Unis ou enfin mes 6 mois et mon séjour Erasmus en Espagne où j'avais pas grand-chose. Et je me dis comment c'est possible que je sois moins bien dans ma peau, moins léger, moins heureux, moins exalté et que je ressente moins les émotions que quand j'avais moins, tu vois. Alors que là, je suis censé tout avoir. J'ai un bon appart, j'ai un bon salaire, je suis bien, talala, je fais des trucs qui sont un peu stimulants. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est juste que j'ai écouté un modèle qui n'a rien de mal du tout, mais qui en fait est un modèle qu'on m'a vendu, pas qui est un modèle où je me suis posé la question si c'était quelque chose qui me correspondait, en fait. Et à partir de là, tu commences à comprendre. Tu commences à te dire, mais en fait, la petite voix qui, depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler, qui me disait, attends, un jour, il faudrait que tu partes faire le tour du monde. Cette petite voix-là, elle a fait que grandir. Et en fait, cette voix-là, si elle est là, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être que c'est celle-là que je dois écouter plus que les voix qui à l'extérieur, qui finalement sont pas la mienne. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis parti ? C'est juste parce que en fait, cette petite voix qui chuchotait depuis des années, elle s'est transformée en concert techno devant les basses, tu vois, sur mes tympans. Et en fait, j'entendais plus rien d'autre. Et c'est ça, en fait, en fait, je rongeais mon frein. Je pensais qu'à ça. Au bout d'un moment, je fais qu'est-ce que je fous là ? Enfin, c'est pas, ça me parle pas. En plus, je suis pas. En fait, je pense qu'en plus, quand t'es commercial, faut aimer la thune, tu vois. Faut avoir la dalle de l'argent. Moi, j'avais plus la dalle de réussir à atteindre mes objectifs pour Moi, je suis joueur. J'aime bien m'amuser. J'ai rien contre l'argent, au contraire, et je me réconcilie de plus en plus avec ça. Mais pour moi, l'argent, ça reste qu'un outil. C'est pas une fin en soi, en fait. Il faut en avoir parce que ça permet de faire des belles choses. La preuve, si j'ai pu faire un projet humanitaire, c'est parce que on a pu réunir de l'argent, on a pu aller lever des fonds. On n'aurait pas pu sans, ok ? Mais c'est pas un objectif en soi. Et je m'en tamponne, en fait. J'ai jamais accepté des missions pour l'argent. Donc ça faisait plein de critères qui faisaient que je dis, mais attends, c'est pas la thune, ni le côté, ni le métier qu'est-ce qui me fait vibrer. En fait, je le sais pas, mais peut-être que je vais commencer par m'écouter, puis après on verra, en fait. Et quand on me dit, ouais, mais t'as pas eu peur, etc. Non, j'ai pas eu peur.
En fait, j'ai compris que j'étais assez con pour pas avoir écouté ma petite voix avant, mais d'un côté, c'est normal parce que personne te le dit de le faire. Finalement, t'avais aussi un côté où tu risquais pas grand-chose au final. Non, bien sûr que non, je risquais pas grand-chose. Parce que attention, hein, quand tu t'appelles Alex, que t'as une tête de Babtou en France, que t'as moins de 30 ans et que t'es un mec, et que t'as un peu une expérience pro et que t'es pas con, enfin, je veux dire, il y a un moment où tu risques rien. Tu t'es une femme, tu t'appelles Myriam Ndiaye, tu viens au fin fond de la cité, ben, il va falloir beaucoup plus d'efforts, être beaucoup plus intelligent que moi pour avoir les mêmes opportunités. Et les gens qui s'en rendent pas compte en France, qui ont toutes les cartes en main, surtout ceux qui ont un profil un petit peu bateau comme moi, il n'y a pas grand-chose. Surtout quand t'es un mec. Parce que le problème aussi, c'est que les femmes, bah, c'est plus compliqué. Parce que surtout si t'arrives vers la trentaine, on va commencer à te saouler. Ah, t'as pas d'enfant? Ah, tu vas m'en faire un dès que tu vas arriver, tu vois. Ou genre, t'as pas le bon profil parce que malheureusement, ça arrive encore en France. Hein, ça va être beaucoup plus compliqué d'obtenir un job, surtout en fonction des secteurs, quand tu vas faire d'un milieu social un peu lambda. Donc moi, qui avait tout ça de mon côté, il y a un moment quand t'en prends conscience, tu dis, tu sais quoi, par respect pour tous ceux qui n'ont pas ma chance, par respect pour tous ceux qui n'ont pas les bonnes cartes comme moi dans les mains, bah, je vais y aller, quoi. Et je vais en tirer le meilleur, quoi. Je vais tester, en tout cas. Est-ce que tu as fait ça de la même manière que tu as annoncé ta transition d'influenceur voyage T'as pris ta douche et T'as pris ta douche Ah et t'es parti t'as démissionné? Ouais. Mais c'était pareil. En fait, tout le monde voit... Tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit, tu sais, ouais, il est devenu, du jour au lendemain, il était dans son garage, il a développé Instagram et un jour, il est devenu multimillionnaire, tu vois. En fait, non. C'est juste le moment où il a signé le contrat, en fait. Mais ça lui a pris 4 ans dans son garage pour pouvoir signer ce contrat. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est comme le moment où j'ai pris ma douche et que j'ai fait la vidéo et clic, tu vois. C'était juste la goutte d'eau qui a fait que genre, ok, c'est maintenant. Et en fait, c'était un dimanche et je m'en souviens très bien. C'était au mois de juillet, je crois. Et en fait, je venais de décider de rompre avec la personne avec qui j'étais, qui était une personne formidable et absolument adorable. Mais voilà, je ne sentais pas que c'était la bonne personne pour moi. Et du coup, le lendemain, je vais chez un pote un peu pour me changer les idées. Et en fait, je dis, mais en fait, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je lui en parle, je dis, en fait, je vais partir faire le tour du monde. Je dis, ça te dit pas de venir? Il me fait, ah, tu sais, moi. Là, on discute, je fais ok. Et du coup, à ce moment-là, je décidais de partir faire le tour du monde, d'y aller tout seul, de claquer madame. Et même ce jour-là, on avait eu un petit accident de voiture. Donc, c'était pour vraiment graver le truc, marquer le truc. Donc, je me souviens parce que j'ai passé un coup de fil à ma mère en fin de dimanche. Je dis, salut, maman, ça va? Ouais, et tout. Tu me racontes ton dimanche, enfin ta semaine, elle me raconte un peu. Je l'appelle pas assez souvent, donc j'essaie d'écouter un peu. Et je dis, ça va, t'es assise, toi? Ouais. Je sais pas, écoute. Bon, bah, c'est fini avec mon ex et tout. Ah, bon, et tout, d'accord. Bon. Je m'en doutais. Ouais, tes darons, elles disent toujours je m'en doutais, même si tu sais pas pourquoi. Il n'y a aucun indice, mais voilà, elles aiment bien dire qu'elles s'en doutaient. Très bien, elles s'en doutaient. J'ai aussi, je fais du coup, je vais partir faire le tour du monde. Elle me fait, ah, mais ton travail, je vais claquer madame, je vais le quitter. Ah bon? Je fais oui. Et puis, tu pars avec qui? Bah, tout seul. Ah, d'accord. Et et aussi, je viens d'avoir un accident de voiture. Voilà, bon dimanche, bye. Et voilà, donc c'était c'est le genre de coup de fil que t'as pas envie de passer tous les jours non plus, parce que t'as envie que ta mère elle vive et qu'elle ait pas un infarctus. Mais en fait, c'est juste un moment un petit peu plein de confettis et de paillettes qui juste est le moment, en fait, t'as tellement préparé les choses qu'il y a un moment, boum, c'est l'alignement. En fait, c'est un peu comme l'éclipse, tu vois, ça met un an pour y arriver. Tu sais quand est-ce que ça va arriver, c'est calculé, bah ça va arriver. Quand tu fais bien les choses, tu sens que ça va arriver un jour. Et quand tu vois que c'est le moment de l'éclipse, vas-y, il faut taper dedans en fait. Est-ce que tu as eu de la résistance de ton entourage justement qui te disait non mais pars pas, c'est n'importe quoi, ou finalement ça a été... Pas du tout. Pas du tout parce que j'avais fait de l'inception. J'avais planté des petites graines, tu sais, depuis pas mal d'années. Je fais un jour, moi, tu sais, je partirai faire le tour. Même dans le premier jour où je suis allé à la régie pub, donc dans ma promotion, j'avais dit, ouais, moi un jour je partirai faire le tour du monde. Il me regarde, fait, du coup, ça veut dire quoi? On ne garde pas? Faut déjà qu'on trouve un remplaçant. Je fais, non, mais attends, c'est plus tard, on sait pas. Donc je le disais régulièrement sans trop le dire, puisque finalement, il y a un truc, moi, que j'aime pas du tout, c'est les gens qui, ouais, moi je ferais ça, puis moi j'ai envie de faire ça, et qui le font jamais. En gros, je posais les bases, je le disais aux gens, mais je le répétais pas tout le temps en fait. Mais ils savaient que c'était là en fait. Et ils savaient que ça allait potentiellement arriver un jour. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette première transition? Ce que j'ai retenu de cette première transition, c'est qu'en fait, tu parles de juste mettre le pied dedans ou même après avoir fait mon tour du monde et d'avoir vécu ce que j'avais envie de vivre.
Ouais, sur ta première, vraiment le fait, après, comment tu l'as vécu ensuite, sur cette première année, avant de passer à la suite où tu as transformé cette première année en métier finalement, la première étape. J'ai compris en fait que quand tu vis la vie qu'on te demande de vivre ou qui est un peu sympa mais au final qui te correspond pas, hein, parce qu'en plus ça peut être l'inverse, hein. On peut te dire mais vas-y c'est trop cool de voyager mais toi tu veux construire, toi t'es bien, t'es attaché à tes racines, au lieu où t'as grandi, enfin tu vois il n'y a pas de vérité, hein. C'est chacun sa vérité. Mais quand tu t'aperçois que tu écoutes ta vérité, que tu la mets en action, il y a un truc qui se passe dans ton corps, en fait. Il y a un truc qui se passe dans ton corps qui est ultra puissant. Mais tu te rends compte aussi que, en fait, c'est que le début. C'est en gros, t'es un peu comme The Truman Show, tu vois. C'est pour ceux qui ont vu le film. Il y a un moment, c'est à la fin. Quand tu ouvres la porte, tu sais, t'es dans un truc un peu idyllique où on te demande pas trop de réfléchir. C'est par là, vas-y, t'emmerdes pas, réfléchis pas trop. C'est bien comme ça, t'embête pas, voilà. Puis quand tu ouvres la porte, en fait, t'en as fermé une, t'as eu la réponse de ce que t'attendais, ouais. Mais en fait, t'as fermé une porte, mais t'en ouvres 10 000 autres. Et c'est là où tu comprends que c'est que le début du jeu. Il y a des gens qui, pour moi, restent que au début du jeu toute leur vie, tu vois. Parce qu'ils ne cherchent pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, t'es pas obligé d'aller au bout du monde pour ouvrir, tu vois, c'est passer cette première étape, hein. Mais en fait, quand tu passes cette première étape, tu dis, waouh, en fait, le monde, c'est pas un tunnel. Le monde, c'est une plaine avec que des opportunités partout. Et c'est à toi, le plus dur, c'est de se dire, ouais, en fait, je vais par là ou par là. Puis ça, c'est pas bien, puis ça, c'est bien, puis waouh, en fait. Et tu peux te perdre. Ça peut être déroutant au début. Parce qu'en fait, trop de choix, tu le choix, tu vois. Mais l'avantage qu'il y a pour moi à cette vie-là, c'est que avant, je voyais la vie comme, voilà, plein de petits problèmes au quotidien qui arrivaient et qu'il fallait résoudre, tu vois. Aujourd'hui, je vois que la vie avec des opportunités qui s'offrent à moi en permanence. Que des choses, des surprises, des défis à relever. Et le plus dur, en fait, c'est d'arriver à comprendre ce qui est fait pour toi, ce dont tu as vraiment envie, et de savoir dire non à tout le reste. C'est ça que ça m'a appris. C'est intéressant. Justement, cet aspect opportunité, c'est un truc... Enfin, nous aussi, on est partis en tour du monde et tout. Et à un moment donné, c'est vrai que t'es enfermé dans ton truc. Puis tu te dis... tu sais, t'es en mode cocotte minute. Ouais, et puis là, ça explose. Et en fait, j'ai trop de choix. Et tu reviens, j'ai trop de choix. Je fais quoi? Mais en fait, c'est un beau problème de s'offrir du choix. D'avoir je trouve... le luxe de dire non. Une fois que t'as pris cette décision, je trouve que t'as aussi un moment de grand calme. Puis après, t'as un truc d'euphorie où t'es... Ah, mais je peux faire tout ça, en fait. C'est le calme avant la tempête. Et pour tous ceux à qui ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me retrouver... genre, voilà, j'ai achevé quelque chose, page blanche derrière. Il n'y a rien de prévu, je sais pas ce que je vais faire. Et en fait, il y a une phrase qu'une personne absolument géniale m'a dite et qui m'a marqué à vie, parce que du coup, ça me permet d'être beaucoup plus serein et de lâcher prise, même si c'est pas forcément dans ma nature. Elle m'a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Et au début, tu prends cette phrase où tu dis ouais, ok, cool, c'est fun. Et en fait, tu comprends que si tu fais les choses comme tu dois les faire et que tu ne te prends pas la tête, mais que tu les fais à fond avec le cœur, ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment. Il y aura le bon coup de fil, la bonne opportunité, le mail, la personne que tu vas croiser dans la rue, dans une soirée vraiment qui n'a rien à voir avec la choucroute, tu te dis mais d'où ça sort, qui va te permettre d'aller là où tu dois aller juste après. Et tu te serais dit il y a 6 mois, quand tu avances 6 mois dans le temps et tu te retournes, tu te dis mais jamais j'aurais cru que ça aurait été comme ça, c'est ouf. Genre même je l'avais imaginé, mais c'est 10 fois plus stylé que j'avais imaginé, parce que évidemment la vie elle a 10 fois plus d'imagination que toi. Et quand tu captes ça, c'est le plus dur. Parce qu'en fait, il faut totalement lâcher prise et faire confiance. C'est un petit peu comme si tu es dans un ravin et je te dis en bas, bon là c'est tout noir. Mais en bas, parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est un truc de chamallow rempli de coton avec de la barbe à papa autour. Mais saute, tu verras, c'est le truc le plus génial du monde. Mais évidemment, la plupart des gens, ils sautent pas parce que c'est flippant et qu'il faut faire confiance à un truc qui est pas prouvé. Tu vois, genre, ouais, mais t'es mignon, je la vois pas, ta barbe à papa, là, j'y vais, mais il y a que du noir. Mais les gens qui sont assez courageux ou fous, peut-être, pour sauter, c'est là, en fait. C'est en bas que ça se trouve le bonheur. C'est en bas que ça se trouve les opportunités. C'est en bas que ça se trouve le début du jeu, en fait. Et comment, à ce moment-là, tu te lances en mode... t'essayes de trouver la barbe à papa?
Et tu t'es dit à ce moment-là, dès le début, je vais lancer une chaîne YouTube, parce qu'on s'entend qu'en 2011, YouTube, c'était pas, Non, pas du pas tout, ce en que plus. c'était du tout. Ouais. T'étais assez précurseur déjà dans le fait de te filmer en face cam, parler à la Ouais, caméra. personne On a le revu faisait, certaines de tes vidéos où c'est le tout début, c'est rigolo. Tu dis, il y a quand même une marge de progression assez. Je n'ai pas rigolote, vieilli, mais- je trouve pas en tout cas. Non, non. T'as juste fait pousser ton bouc. J'en avais pas avant en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment, tu avais le réflexe de parler à la caméra. Est-ce que tu avais des influences? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là et qui t'a dit, tiens, je vais en faire des films, etc. Alors pour répondre à ta question, moi j'ai même pas eu le pif, j'ai fait une grosse erreur moi j'ai mis une vidéo sur Vimeo parce que j'étais encore formaté, tu sais, peut-être que quand je rentrerai, je pourrais en faire une émission de télé, que je le reformaterai, tu sais, t'avais un peu le côté j'irai dormir chez vous, etc. Donc tu savais pas, YouTube c'était pas une possibilité de métier ou d'opportunité vraiment, alors que c'est l'année où Norman s'est lancé. Donc dans l'idée, ça se trouve j'aurais été encore plus fat ou plus grand ou plus influent, je sais pas comment tu dis, mais si j'avais vraiment misé sur YouTube depuis le début et avoir fait les choses correctement. Mais en fait, ça m'a toujours très bien été d'avoir eu le niveau que j'ai eu. Et derrière, pour répondre à ta deuxième question sur qu'est-ce qui m'a influencé, je sais pas. Moi, l'écrit, au début, tu sais, tout le monde, c'était l'époque des blogs. Et moi, écrire, ça me saoule. Ça va pas assez vite. C'est pas ce dans quoi je suis à l'aise. Et en plus, je voulais vraiment prouver que le voyage était à la portée de tous. Et je voulais démystifier ça, en fait. Et je trouvais que la meilleure façon de le faire, c'est de prouver en image. Tiens, regarde, je suis là, je suis en Birmanie, regarde comment je me déplace. Regarde, je suis au fin fond de la Mongolie, regarde ce que je suis en train de vivre. Je suis pas en train de te prendre juste une belle photo avec le petit truc qui va bien. Non, je te montre. Il y a du caca, il y a des bouses, mais il y a des steps et c'est cool. Et en fait, je voulais démystifier ça et pour moi, la vidéo, c'était la meilleure façon de le faire. Et j'ai utilisé, moi, ma facilité. Et je pense que c'est là où les gens doivent se poser la vraie question, c'est quelle est ta facilité? Est-ce que c'est peut-être la photo? Est-ce que c'est peut-être la photo portrait? Est-ce que c'est peut-être les récits? Peut-être les poèmes? Est-ce que c'est les dessins? Ou est-ce que c'est la vidéo? Ou est-ce que c'est parler à la caméra? Ben moi, j'aime bien parler et j'aime bien transmettre les choses. Donc, ouais, ça se voit pas. Du coup, j'ai décidé de faire ça pour ça, en fait. J'essaie d'aller à la simplicité. Je me suis dit, ok, je vais capitaliser sur quelque chose que je fais plus facilement. Vu que tout le reste, je ne sais pas monter de vidéo, ni filmer, ni quoi que ce soit. Au moins, je vais essayer de le faire sous un format où je suis à peu près pas trop... tu vois, je suis pas trop mal. Finalement, progressivement, ça s'est transformé en activité professionnelle. Comment t'as fait ça, en fait? Est-ce que tu t'es formé? Parce que dans le côté de créateur de contenu freelance, t'as vraiment beaucoup de métiers en un, en fait. Donc, comment ça s'est passé? En fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir la meilleure formation du monde, c'est la formation de faire. Quand tu fais. Le problème dans ma formation, c'est que j'avais pas la bonne méthode. J'avais pas le bon mindset. Parce que le mindset qu'on t'apprend à l'école, c'est le mindset de l'empirisme. C'est-à-dire tu fais et t'apprends par rapport à tes erreurs. Voilà, on te dit des trucs à faire, etc. C'est cool, mais le problème, c'est que tu as vite des moments de plateau où tu n'arrives pas à progresser, tu stagnes, tu sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que sans s'en rendre compte, les gens, ils suivent la méthode du mentoring parce qu'il y a beaucoup de gens qui montrent leur méthode, peu importe que ce soit en finance, en photographie, en blogging, en ce que tu veux, en peinture. Il y a beaucoup de mentors que tu peux suivre, même virtuellement, dont tu peux t'inspirer du parcours, voir leur méthodologie, les process qui leur ont permis d'atteindre le niveau qu'ils avaient. Moi, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait personne. Et en plus, je ne savais pas que c'était comme ça qu'il fallait faire pour aller beaucoup plus vite et avoir une courbe de progression exponentielle. Et ça a pris du temps. Je l'ai fait par moi-même. Des fois, je demandais des conseils quand je pouvais, mais il n'y avait pas vraiment des gens qui savaient le faire. Donc, c'est en faisant que j'ai vraiment appris. Et comme tu dis, t'apprends à la nécessité. Et c'est ça que j'aime bien. Pour moi, le vrai problème de l'école aujourd'hui, c'est que t'apprends des trucs et au final, tu vas jeter 80% à la poubelle. Alors que quand t'as un objectif, une volonté de réaliser quelque chose, tu vas dire, ok, pour faire ce truc-là, j'ai besoin de cette partie de compétence-là dans la vidéo, pas toute la vidéo. J'ai besoin de faire, je sais pas, arriver à filmer un face cam, bien gérer mon son et je sais pas, arriver à faire un petit travelling sympa. Tu vois, j'en sais rien, je te dis une bêtise. En photo, moi, je vais me concentrer sur les photos de paysage. Pas besoin de savoir faire des photos en studio, des photos de portraits, des trucs, des machins. Et en fait, tu vas aller que à la chirurgie de l'apprentissage. C'est-à-dire, tu es vraiment pile là où il faut. Et du coup, tu vas plus vite parce que tu n'as pas besoin de dire je vais apprendre tout sur le filmmaking pour faire une vidéo. Non, j'ai besoin de faire ça, donc je le fais. En fait, j'ai besoin aussi de faire un blog. Ok, je vais apprendre ce truc-là par rapport à mes besoins.
Et ça s'est passé comme ça. Alex, souvent quand tu fais des interviews ou que tu parles de ton travail, ou même sur Instagram, tu nous rappelles que tu as la concentration d'un écureuil et que tu fais plein de trucs dans tous les sens. Et en fait, t'as plein de projets, tu fourmilles d'idées. Et il y a pas mal de créateurs qui sont comme ça. Et puis, je fais partie de ces gens-là. Pas mal, ouais. Mais c'est un truc aussi que j'ai l'impression qu'il y a un peu qu'on nous dit de faire à l'école, etc. Et j'ai l'impression que c'est un truc où on a l'impression de voir ça comme un aveu, enfin pas un aveu de faiblesse, mais comme un comment dire, un désavantage. Ouais, un handicap. Un genre de handicap. D'être trop multicasquette et pas d'être assez spécialiste. Ouais. En fait, c'est quand je dis que je suis un écureuil et que j'ai la concentration d'un écureuil, c'est que c'est pas tant dans les compétences, c'est justement dans cette concentration, dans cette capacité à accomplir une tâche, boum, et passer à la suivante. Je pense qu'il y a eu la grande mode du multitasking. Alors moi, je sais faire plein de trucs en même temps, il n'y a pas de problème, je sais gérer plein de trucs, c'est génial. Ouais, super. En fait, il y a eu 10 000 études qui ont prouvé que c'est le pire truc que tu peux faire au boulot si tu veux avoir des gens efficaces dans leurs tâches et faire avancer ton business et le faire progresser. Les vraies choses, ceux qui cartonnent, c'est des mecs qui ont la capacité à se mettre dans un silo pendant soit dans leur journée, soit sur des périodes de temps et de se mettre à fond dans quelque chose. Il y a comme ça que tu progresses. Est-ce que tu arrives à faire des progrès là-dessus ? J'arrive à faire des progrès. Des fois, j'ai des belles rechutes, tu vois, comme ces 2-3 derniers jours, parce que je suis bête, parce que c'est compliqué des fois quand tu as des urgences et que tu as décidé de faire un truc de fond. Mais c'est ça le problème. Quand tu es multitask, en fait, tu t'avances sur des tâches de merde, que des tâches opérationnelles. Parce que souvent, ce qui implique que tu es coupé, c'est des petits trucs, des petites demandes, des petits retours, des petits bordels. Ça n'a pas vraiment de valeur. La vraie valeur, c'est les gros projets que tu fais avancer. C'est le skills que tu vas acquérir, c'est le projet que tu vas mettre en place, que tu vas vraiment créer, qui va apporter quelque chose à ton business. Et ça, il y a pas, c'est du deep focus. Ça, faut cartonner, faut taper dedans. Et si tu es interrompu toutes les 2 secondes, moi, pourquoi en fait ça m'énerve d'être comme ça et j'essaie de lutter contre, c'est parce que en fait, c'est peut-être parce que si là j'avance, hein. Au début, c'est comme quand t'es jeune, tu te prends une timbale, tu te prends une grosse cuite, bon, bah, le lendemain, tu peux aller courir et faire un footing. Quand t'as 20 ans, c'est pas grave. À 37, c'est pas pareil. Bah, pour le multitasking, c'est peut-être pas. Pour moi, ça revient au même, c'est de se dire, plus ça va, plus ça me fatigue. Cérébralement, je me sens fatigué, en fait, de faire ça. Ça me casse la tête, et ça m'épanouit pas. Alors que quand tu fais une tâche du début à la fin, tu reçois de la dopamine. Ton cerveau, il est content. Tu as le sentiment du devoir accompli. Et Dieu sait que c'est un sentiment ultra agréable qui te permet d'aller boire un verre avec tes copains et de te sentir à l'aise et bien parce que tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire. Et pas genre, il y a encore des trucs, j'ai un peu tout fait, mais t'as pas vraiment tout bien avancé. Ce qui fait que tu vas boire un verre avec tes copains et t'es un peu coupable. T'es encore un peu dans le boulot parce que finalement, tu te dis que t'aurais dû finir. Et c'est pour toutes ces raisons-là. Et si tu vois en background juste là, ce bouquin qui s'appelle The One Thing, qui dit justement la méthodologie pour bien rester focus et faire une chose à la fois, c'est pas pour rien, c'est parce que pour moi c'est ultra important. Et est-ce que le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, c'était quelque chose qui toi t'augmentait ce stress du multitasking, ou t'arrives quand même à gérer d'avoir plusieurs choses sur le feu? Parce que t'as 2 podcasts, ta chaîne YouTube, on te voit moins dessus en ce moment, mais t'es quand même sur Instagram, tu développes ta formation, tu développes tes coachings, t'as une équipe. T'as pas mal de trucs en même temps. Il y a quand même beaucoup de... Je fais des demandes de prêt, je crée une société. Oui, il y a plein de trucs. J'ai fait la liste là pas longtemps. J'ai fait putain, mais en fait, c'est peut-être pour ça que je suis un peu fatigué en ce moment. En fait, non, ça m'empêche pas. En fait, je prends la pression. La pression, je la gère très bien. Je l'ai toujours gérée. Et je pense qu'on apprend à la gérer avec le temps. On peut faire un trop-plein aussi quand on oublie de se reposer, comme j'ai pu le faire. Ça m'est aussi largement arrivé. Mais ça, non, c'est pas un problème. Je pense que trop. Clairement, c'est pas bon non plus, mais c'est juste d'arriver à se dire quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Quand je suis dans le podcast, je suis dans le podcast. Quand je suis dans la création de ma charte graphique, je vais pas répondre à mes mails en même temps ou je sais pas quoi d'autre. Ou quand moi je suis en train de développer une méthodologie, tu vois, par exemple, pour arriver à organiser et planifier 1 mois de contenu en une journée. Je fais la connerie ces derniers jours de répondre à la personne qui est dans ma team, qui gère tout ce qui est graphisme, la responsable du graphisme, lui répondre pour que ça avance. Plutôt que me dire, tant pis, ça avancera moins vite, mais au moins, moi, ma méthodologie et ma méthode, je vais vraiment la pondre en 1 ou 2 journées max. Alors que là, ça fait 1 semaine que ça avance pas parce que je me laisse couper et que j'ai envie que les autres choses aussi avancent, tu vois.
Et au final, tu fais avancer les deux choses à moitié vite. Et ça se trouve, tu vas mettre le même nombre de temps en plus que si tu avais fait les choses une par une. Mais le goût à la fin, il est plus amer. La fatigue, elle est plus importante. Et quand je me rappelle ce qui est le plus important dans le business et dans la vie, c'est de prendre du plaisir au quotidien dans tes petites tâches, en fait. C'est t'amuser sur le chemin. Et si, en fait, le chemin, c'est une douleur parce que tu es assez con pour te faire le grand écart entre 40 000 trucs en même temps plutôt que t'amuser sur un truc à la fois, eh ben, en fait, t'as fait tout ça pour rien. Et même si ton business, il a cartonné, et même si t'as fait 1 million ou 2 millions ou 10 millions, j'en sais rien, ben, en fait, tu t'es fatigué, tu t'es stressé, tu t'es pas épanoui. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt. Et c'est ça, pour moi, le vrai grand piège. Ouais, parce que quand t'étais en voyage, à tourner tes vidéos aussi en même temps, enfin, t'as toujours géré ça finalement. Et c'est peut-être aussi ce qui t'a amené là où t'es maintenant, d'avoir cette capacité d'avoir plusieurs projets en même temps. Ou l'inverse, c'est peut-être que j'ai pas été, je sais pas, j'ai pas eu une plus grande communauté, peut-être que j'ai pas fait encore des plus grands projets parce que je me suis pas mis à fond dans une seule chose. Et je pense aussi, tu vois, je fais en fait, mon problème c'est que je fais plein de petites choses. En fait, c'est comme dans le sport, je suis moyen partout, mais je suis très bon nulle part. Et en fait, après, je pense que c'est aussi un caractère et qu'il faut faire la paix avec qui on est, et que moi, je m'ennuie très vite. Et que je me sens quand même plus stimulé à tester des choses, à les faire un petit peu, plutôt que à me donner à fond dans une thématique. Mais je pense qu'il faut accepter aussi, encore une fois, cette partie de sa personnalité en fonction de qui on est. Mais je suis convaincu que les gens qui sont de nature à être dans une seule chose à la fois vont accomplir des bien plus grandes choses que moi ou des profils comme moi, je pense. Ah, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a un côté aussi où quand tu as la capacité de mêler plein de compétences, tu as une capacité à voir et à t'adapter à des choses que d'autres ne sont pas capables de prendre en fait. Tu n'auras pas le même rôle en fait. C'est juste que tu n'auras pas le même rôle. Tu as un rôle un peu différent, mais tu peux être... C'est un peu comme en design, tu peux avoir le rôle du directeur artistique qui est capable de piloter, de voir, etc. Parce que toi, ton rôle en fait, c'est que maintenant, tu as une équipe. Et tu as une capacité aussi de peut-être percevoir des opportunités que d'autres qui sont spécialistes ne peuvent pas percevoir. Bien sûr, je pense qu'en fait, c'est... Ouais, en fait, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de se dire je serai jamais le cadre de... bon, même si finalement je l'ai été quand même. Pendant un moment j'étais influenceur voyage numéro 1 en France parce que je faisais ça, mais je pense que c'est important de comprendre encore une fois quel type de profil on est et ce sera toujours... Tu vois, quand tu es un écrivain, bah, tu vas être écrivain à fond, un écrivain. Quand tu es un athlète ou un sprinter, tu vas te mettre à fond dans le sprint. Tu vois. Et en fait, si t'es pas capable de te mettre à fond dans un seul truc et d'y prouver du plaisir, bon, peut-être que ton rôle, c'est peut-être d'être coach. Parce que le coach, il va gérer l'entraînement, mais il va gérer aussi la prépa physique avec d'autres personnes qui sont incluses, etc. etc. Et peut-être que toi, tu vas t'épanouir dans un truc qui est peut-être moins sur le devant de la scène et qui va faire moins stylé, mais qu'en fait, toi, ton chemin, c'est ça, ton chemin de vie, c'est ça en fait. Et je pense que finalement, tu vois, même en discutant, en racontant tout ça, je pense qu'effectivement, j'ai eu ce moment peut-être dans ma vie où j'étais ce sprinter, quand j'étais, tu vois, influenceur voyage, numéro 1 et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le chemin de vie et l'évolution que j'ai eu, je suis plus en mode, le coach qui va justement avoir une vision plus 360 et qui est dans lequel je vais plus m'épanouir de gérer des gens, une équipe, plutôt que me gérer moi et simplement moi en fait. Là, ça fait 1 an finalement que tu as fait ta transition d'influenceur voyage à ton activité actuelle. C'est quoi les leçons que tu en retires de cette année ? Alors en fait, ça m'a pris quand même, je dirais... Alors après, une fois que je l'ai annoncé, j'avais encore 2-3 tournages quand même. 2 tournages. Mais en gros, j'ai commencé à attaquer Enfin, si cette transition s'est déclenchée, parce que finalement, ça fait partie de la transition, hein, même si après, elle n'est pas forcément en action. Déjà, c'est les grosses erreurs. Moi, c'est surtout les erreurs que j'ai commises que je retiens. La première, c'est de ne pas avoir pris, parce que j'avais la grande chance d'avoir la capacité financière de le faire, de prendre 6 mois off, tu vois. Recharger les batteries. Surtout quand tu fais une transition, même les gens, ils ont besoin dans leur tête de se dire ok, il s'est passé un temps entre les deux. Ça, c'est un peu comme dans les films ou dans les dessins animés, quand tu vois le héros qui est parti 2 ans et il revient, en fait il est plus musclé, il a des compétences en plus, ou il a grandi, ou comme dans le Roi Lion, tu vois, il y a un moment où tu sens qu'il s'est passé du temps, tu vois, avant qu'il se passe le 2e step de l'aventure. T'as vu les références, je prends le Roi Lion quand même, c'est beau gosse. Donc j'ai pas pris ces 6 mois off pour recharger les batteries que j'avais allègrement défoncées pendant 10 ans.
Et le problème, c'est que, tu vois, pareil, quand tu as quelque chose qui naturellement est là, tu vas avoir tendance à trop tirer sur la corde. Parce que tu dis, ouais, j'ai de l'énergie naturellement, donc vas-y, c'est pas grave, on y va, quoi. Sauf qu'à un moment, même si t'es naturellement, on te donne, enfin, t'es gifted, putain, je parle comme Jean-Claude Van Damme, mais t'as un peu ce don naturel, bah, tu vas te dire, c'est naturel, donc je vais pas en prendre soin. Or, si, il faut en prendre soin. Et j'ai pas su le faire. Et tu vois, aujourd'hui, j'en paye le prix, puisque au moment où je lance mon business, c'est censé être au charbon. T'appuies sur la pédale, fond de cinquième, et là, j'ai du mal à passer à la troisième. Parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas rechargé les batteries, parce que justement, j'ai pas eu ce recul. Et puis juste, tu sais, kiffer la vie, t'enlever toute cette transition. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est justement d'avoir fait peut-être une transition au début trop rapide, de ne pas avoir expliqué quelle était ma transition, de ne pas avoir bien expliqué à ma communauté ce que j'étais en train de faire, etc. Et finalement, moi, j'étais perdu. Enfin, j'étais pas perdu, j'étais en process de comprendre vers où je voulais aller et ce que je voulais faire. Et en fait, ça, faut pas le faire. Il faut partager son process quand tu l'as compris, quand tu as trouvé la solution. C'est comme quelqu'un qui vient toquer, un pote qui vient toquer à ta porte, qui est là, vas-y, ça va pas et tout. Toi, premier réflexe, tu dis, oh là là, attends. On se calme, tu fais un step. Bon, c'est ton pote, donc tu lui dis de rentrer, mais potentiellement, toi, tu te protèges en fait. C'est un truc naturel. Alors que si tu as un pote qui vient te dire, ça va, ouais, ça va. Bah, tiens, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de dire un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Là, j'ai rompu avec nanana, avec ma nana, et puis ou alors j'ai quitté mon job, et puis j'en ai tiré ça comme leçon, j'avais envie de te le partager. Ben là, en fait, tu as un échange beaucoup plus intéressant et la personne, elle va beaucoup plus connecter avec toi. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et l'autre leçon que j'en ai tiré, c'est, et j'essaie de me soigner avec ça tous les jours, c'est être indulgent en fait avec soi-même. Beaucoup plus indulgent. J'ai tendance à être beaucoup trop dur et m'auto-flageller, et ça sert à rien en fait. C'est important de se challenger, s'auto-flageller, ça te tire vers le bas, ça te sert à rien. Donc être indulgent avec le fait que en fait, des fois tu as une idée et une énergie, une envie qui va te venir comme ça sur une étincelle et tu vas tout cartonner. Des fois ça te prend 2 mois, des fois ça te prend 3 mois. Et c'est la vie en fait. Et c'est dur quand tu as un caractère d'écureuil qui part à 100 000 à l'heure, que tu es censé avoir de l'énergie, que d'un coup tu n'en as plus. Et en fait, il faut juste être plus indulgent. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il y a des gens, ils y arrivent très bien et c'est une vraie qualité. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je dois beaucoup travailler. Quand tu as annoncé justement que tu arrêtais ton métier de rêve, est-ce que tu avais quand même aucune idée de ce que tu allais faire ? Ou t'avais aucune déjà idée de ce que j'allais faire. T'avais vraiment rien. Alors que je m'étais quand même promis, genre, pour moi c'était un peu ma façon de vie, tu vois, mon lifestyle. Genre, ok, j'ai le métier de mes rêves, mais le jour où il y a un truc qui fait plus de sens, tu vois, j'ai un cap. Mais s'il y a un autre truc qui croise ma route qui fait plus de sens, bam, change de bord, on met les voiles sur la nouvelle direction, sans remords, tu vois, aucun souci, on lâche tout, on y va. Sauf que là, c'est comme si je dis, j'abaisse la voile, on lâche le gouvernail. Alors par contre, où est-ce qu'on va aller ? On se laisse déporter, on sait pas trop où. Et c'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça au début. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton nouveau métier ? Parce que tu as finalement commencé à réussir à restructurer ça. Bien sûr. À savoir où tu voulais aller. Dans ce que tu as expliqué, c'était que tu as quand même aussi un peu compris ta valeur, notamment avec ta retraite à Bali avec tes potes, où vous aviez justement ces conversations, etc. Puis tu comprenais qu'en fait, toi, tu avais pas mal de valeur dans tout ce qui était accompagnement pour dire, tiens, t'as pensé à faire ça et tout. Mais tu parles souvent de personal branding, c'est pas toujours clair pour les gens qui sont pas forcément... Enfin, pas clair, j'exagère un peu, mais c'est un nouveau mot. C'est un terme très américain qui est pas encore... au goût du jour, tu en dis community management au début, aujourd'hui ça va, au début c'est de quoi tu me parles en fait, tu vois, c'est normal. Et en gros l'idée c'est de développer sa marque personnelle, c'est-à-dire que tu te présentes d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, avec tes valeurs, etc., tu fédères une communauté. Comment t'en parlerais toi, et quels sont les types de gens avec qui tu as envie de travailler finalement ? En fait, pour résumer la chose de façon très simple, parce que tu l'as déjà très très bien résumé, mais juste pour moi ça part du principe qu'il y a une vraie différence entre avoir un talent ou une connaissance ou une compétence et savoir le promouvoir. Tu peux être un très bon graphiste, un très bon snowboarder, tu vas peut-être faire des super designs et faire des super jumps en snow, mais tu n'es peut-être pas très bon et à l'aise pour savoir en fait faire parler de ça, le mettre en avant et d'avoir de la visibilité pour attirer plus de clients si tu es freelance designer ou attirer des sponsors si tu es snowboarder. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ça que j'essaie de transmettre et d'inculquer, c'est de se dire, en fait, si
Et la question, c'est avec qui j'ai envie de travailler. C'est avec des gens qui ont envie d'avoir la vie dont ils rêvent. Et en fait, dans la vie dont ils rêvent, l'air de rien, aujourd'hui, la façon dont est fait la société, le travail représente une grande partie de la vie aujourd'hui. Et peut-être que demain, en fait, il n'y aura plus d'argent et qu'on arrivera à switcher tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et je me dis, vu qu'avant, c'est la fameuse question qui m'a vraiment aidé à moi à trouver le métier que je fais aujourd'hui. Et dans ma transition, c'est qu'est-ce que j'aimais profondément dans mon métier d'avant. Qu'est-ce que j'aimais profondément. Et moi, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Et avant, c'était leur rêve perso. C'était leur rêve de voyage. C'était une partie de leur vie. Et puis après, ça déclenchait autre chose. Et aujourd'hui, je suis sur cette partie-là, en fait. Toujours les rêves, mais les rêves professionnels. Et c'est pas moi qui vais aller les aider à être designer ou snowboarder, mais qui vais leur dire, ok, si tu t'es lancé là-dedans, moi j'ai une clé, j'ai une méthode, j'ai des leviers qui vont peut-être t'aider à booster ton business, à le pérenniser, à lui faire donner une ampleur que tu n'arrives peut-être pas juste en étant bon dans ce que tu fais. Parce que malheureusement, c'est ça qui est triste. Tu peux être le meilleur snowboarder du monde. Bon, allez, peut-être si tu es le meilleur snowboarder du monde, si peut-être que ça, y a des chances que tu attires. Mais la meilleure web designeuse ou graphiste du monde, si tu es incapable de le faire savoir, en fait, tu n'auras pas de clients et tu n'arriveras pas à continuer à avoir ce métier. Ouais, parce que c'est pas la technique. Enfin, c'est un message qu'on essaie de porter aussi. C'est pas que la technique, que ta créativité qui joue, parce que c'est ça, t'as le pont de connexion avec le client, puis après t'as la relation. On en revient à la première question, ta relation à la clientèle aussi, qui joue, parce que c'est aussi le lien de confiance que tu noues entre... Même avec des prospects. C'est ça, avec les gens qui t'écoutent, ta communauté, et que tu peux soit être tout seul dans le noir, soit avoir tout plein de monde avec toi en train de faire un feu de joie, et c'est toi qui l'anime, et du coup il y a quelque chose qui se passe, quoi. Exactement. Donc c'est un point qui est important pour réussir justement à développer son activité. Il ne faut pas toujours se focusser sur, on en parlait tout à l'heure, mais sur le fait de tiens, il faut que j'apprenne toutes les techniques de la photographie pour devenir photographe. Et il n'y a pas que ça quand tu es un créateur. C'est exactement ça. Et en fait, surtout quand tu as tendance à être passionné par ton métier, tu oublies en fait que des fois il ne faut pas faire que ton métier. Si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir de l'attention. Si tu veux que des gens ils rentrent dans ta boutique, il faut attirer l'attention sur ton enseigne, sur une promo, sur quelque chose. Et c'est pareil dans le monde virtuel en fait. Si tu n'as pas l'attention des gens, en fait ils viendront jamais à toi et tu n'auras aucune potentiel de chance qu'ils achètent ton produit. Et avoir un produit, c'est bien, mais le promouvoir, c'est aussi important en fait. Il faudrait consacrer la moitié de son temps à créer des produits, à rester bon dans ce qu'on fait, et l'autre partie du temps à le promouvoir pour que justement on fasse grandir les prospects, le business, etc. Et c'est vraiment ça. Et pour répondre à la question tout à l'heure de à qui j'ai envie de travailler, qu'avec des gens qui ont envie de vivre du métier dont ils rêvent et qui ont envie de faire grandir cette notoriété dans leur niche, dans leur secteur, dans leur activité, et qui ne savent pas forcément le faire. Et justement, par rapport, si on prend un exemple d'un créateur, d'un freelance en web design, en photo et tout, qui te répond « Ouais, non, mais moi, je suis pas à l'aise du tout avec les réseaux sociaux. » Tu lui réponds quoi ? Je réponds en fait, je comprends parfaitement, mais est-ce que ça veut dire que tu as de l'argent pour faire des pubs à droite, à gauche, ou est-ce que tu as de l'argent pour aller embaucher un commercial pour aller démarcher des clients ? Si c'est le cas, génial. C'est bon, tu as trouvé la solution. Si c'est pas le cas, tu es en train de te priver d'un levier gratuit. Alors encore une fois, il faut du temps et le temps c'est de l'argent, mais d'un levier gratuit qui va te permettre en fait d'arriver à driver des clients vers toi, des prospects, et donc de pérenniser ton business. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Il n'y a pas que la vidéo face cam. Il y a les écrits, il y a le design, il y a comment te faire rentrer dans son univers. Il y a tellement de possibilités de création de contenu aujourd'hui que c'est plus comment je le fais, quelle valeur j'apporte aux gens avec tes skills naturels. Et puis après, tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, il y avait une nana que j'ai accompagnée qui est travel planeuse. Et elle n'arrivait même pas à me répondre en audio à mes WhatsApp, tellement elle était gênée. Aujourd'hui, elle fait des vidéos face cam en IGTV sur son compte, et elle est ultra contente parce qu'en fait, le fait d'avoir débloqué cette timidité pour son business, en fait, ça l'aide même dans son quotidien. Et elle est ultra bien, elle est mieux dans sa peau, elle est plus à l'aise, elle s'assume plus, elle se sent mieux, elle se sent plus belle. Enfin, tu vois, ça c'est super important. Donc, c'est aussi ça pour moi. Savoir parler de soi, savoir de transmettre ce qu'on aime, c'est en fait prendre le temps de mieux se connaître, de mieux s'accepter, d'avoir moins de complexes. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup en fait.
parce que ça t'impacte dans ta vie quotidienne. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un côté aussi où les gens se disent « Ah mon Dieu, si je suis sur les réseaux sociaux, je vais être en vidéo, j'aime pas parler de moi et tout. » Mais en fait, le plus souvent, quand tu parles, tu fais la promotion de ce que tu fais, c'est que tu parles pas de toi, tu parles de ce que tu apportes aux autres finalement. T'as tout compris. De la manière dont tu aides les autres et t'es pas dans une démarche de moi j'ai un t-shirt noir aujourd'hui et voilà. Si j'ai un t-shirt noir, c'est parce que j'ai pas envie de me poser de questions et que ça rentre dans le décor et que c'est peut-être ce que tu devrais faire si le matin tu passes 3 heures devant ton armoire et que tu perds du temps. Exactement. Ou alors, si tu es en design, c'est expliquer le processus de comment tu as aidé ton client pour résoudre tel problème, etc. Et ça, c'est un truc qui est important à rappeler pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir peur d'être face caméra. Mimi, quand tu as commencé les vidéos, c'était terrorisant. Mais qu'au fur et à mesure... au fur et à mesure, tu prends de l'assurance. Puis je pense aussi, comme tu disais, ça t'aide vraiment aussi après à mieux t'accepter et dans ton rapport aux autres et dans tes interactions finalement dans la vie avec les gens. Parce que je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Ça m'aide aussi à m'ouvrir et à aller parler aux autres en fait plus facilement. C'est même les gens qui viennent te parler après. Donc t'as même pas l'effort à faire d'aller parler aux autres. En plus, Ils sentent l'énergie et t'as entièrement raison. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas en vouloir aux gens parce que les réseaux sociaux, ça s'est transformé en propulseur d'ego trip. Sauf qu'à la base, réseaux sociaux, tu es là pour être social, donc partager. Qui dit partager dit, comme tu dis, je vais pas partager mes boobs ou mon string ou la couleur de mes chaussettes. À la base, c'est hey, vous êtes où? Venez, on se rejoint. Hey, regardez, j'ai trouvé un super resto. Hey, il y a une réduc ici. Et tu partages de la valeur avec les gens. Et quand tu commences à comprendre que quand tu te mets face cam, ou peu importe de quelle façon tu transmets ton info, mais tu es là pour aider les gens, et en fait, tu n'es plus dans cette démarche égoïste de te dire ouais, je vais pas être jolie ou ouais, je me sens pas bien. On s'en fout. T'es pas là pour ça en fait. Tu es là pour aider les gens. Et personne t'en voudra jamais de ton style ou de comment tu parles si tu as de vraies démarches. Elle n'est pas de te la raconter, mais d'aider des gens. Tu sais, si un mec, il a un style dégueulasse, il est chelou, il est bizarre, mais il vient t'aider, il te dit, attends, il passe devant chez toi, t'es en train de repeindre tes volets, et en fait, tu le fais n'importe comment parce que c'est pas du tout la bonne méthode, et qui vient et qui t'apprend et qui te montre, tu vas pas lui dire, ouh là là, mais dis donc, merci de m'aider, mais t'as quand même l'air d'un con, toi, avec ton style. Personne, non, on va te dire merci, c'est très gentil d'avoir pris le temps de m'aider, parce que sinon, j'allais falloir que je refasse tout depuis le début, que je reponce mes volets, et que ceci et que cela. Et à partir du moment où t'as capté ça, et que tu te mets plus en mode moi je mais pour, ça change tout. Même sur ça, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu as quand même les haters. Et puis souvent, les gens, ils ont peur de ça. C'est un de leurs problèmes par rapport au fait de justement de se mettre devant une caméra ou choses comme ça. Mais dans le fond, c'est quand même une part très minimale. Puis il faut déjà commencer à avoir une masse critique pour avoir des haters. Honnêtement, c'est juste de les zapper de sa vie et de pas s'arrêter là-dessus. Et... Moi, j'adore les haters. J'adore les haters parce que c'est une formidable opportunité en fait de grandir, de s'améliorer. C'est une formidable opportunité de se rendre compte que ok, je vais pas prendre déjà les choses personnellement, comme on disait, comme dans un service client. Au final, quand tu es en service client, le but c'est de gérer des gens qui sont en colère et qui te gueulent dessus. Et en fait, c'est pas qu'ils te gueulent dessus, c'est juste qu'ils ont un problème ou qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur vie et que potentiellement t'es le contact. Et si un hater il tombe sur ton contenu parce qu'il y a un truc qui est à l'encontre de ses valeurs ou je sais pas, ça va pas, il s'est fait virer de chez lui ou que sa femme l'a quitté, tu vas prendre. Mais souvent, chez les haters, à part le vas-y t'es con fils de pute, il y a quand même des vérités, des choses intéressantes, des marges de progression, ils mettent le doigt sur certaines choses et que si, et c'est pas forcément toi qui as mal fait les choses, mais c'est peut-être toi qui n'as pas bien expliqué pour déverrouiller la situation et qu'il n'ait pas l'occasion de faire un commentaire de hater. Et ça veut dire qu'il va t'aider à s'améliorer dans ta diction, dans le fait d'anticiper les questions, les objections, etc. Et ça, c'est génial. Et aussi, si quelqu'un qui est sur ta page, il est, je sais pas, il te suit et qu'il est, il est plutôt bien xénophobe ou raciste et qu'il faudrait chacun rester chez soi et que les autres c'est des cons et qu'il faut pas, les couleurs c'est pas terrible si c'est pas blanc, et en fait, s'il laisse un message sur ta page, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et t'as juste mis un hameçon sur lui en fait. Et que l'hameçon, c'est peut-être l'opportunité que tu vas avoir de lui montrer les choses autrement. Et peut-être que tu as l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est très dans la colère et dans la haine, de l'amener vers quelque chose de plus positif. Et que si ce hater ne prend pas la peine de laisser un message ou d'échanger un minimum avec toi, tu n'auras jamais cette possibilité-là peut-être. Et évidemment, il y a des gens qui sont totalement bornés et que tu feras jamais changer d'avis.
Mais- ils sont des trolls. Changer au moins Ouais. un, David, t'auras déjà gagné. Non, mais n'oublie pas, si c'est pas lui que tu changes, c'est lui qui t'a changé en bien. Si t'abordes les problèmes de la bonne façon. Et rien que ça, le mec, il s'en rend pas compte, mais il a perdu et toi, t'as gagné en fait. Oui, puis après, il faut faire la différence entre ceux qui sont constructifs dans leur message, t'as les juste qui sont là pour te troller et juste pour... Ouais. Ça Oui, les bah oui. amuse, c'est un jeu. Il Et... faut prendre en compte la critique et puis être capable de l'écouter. Mais il faut pas que ce et de soit la un laisser. blocage pour se lancer et se dire, bah tiens, je Non. vais pouvoir partager des choses. En fait, c'est vraiment la psychologie humaine qui est en action dans ces cas-là, quand les gens ont peur de se lancer sur les réseaux, d'ouvrir leur compte Instagram parce que tu te rends compte. En fait, c'est tout ce qu'on voit de négatif, plutôt que d'essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir de positif, qui en général, le négatif va être, tu sais, ça, et le positif, ça peut t'amener tout ça. Donc, faut juste, à un moment donné, passer à l'action et pas se bloquer sur ce genre de choses, surtout si tu as envie de développer ton activité en autonome ou même développer ton entreprise, etc. C'est vrai qu'il faut en parler et puis il faut donner envie aux autres de participer. Du coup, Alex, quels sont tes projets pour la suite ? C'est très simple. J'ai fait justement, depuis ma orientation, j'ai fait depuis plusieurs mois du coaching avec plusieurs personnes que j'accompagne pour m'assurer que mes conseils, ils étaient plutôt valables, même si tu n'étais pas un jeune influenceur masculin de voyage, et que ça fonctionnait sur les femmes, que ça fonctionnait sur les vieux, les jeunes, les gens qui sont dans la finance, dans le sport, dans peu importe, et m'assurer que finalement, la méthode ou l'approche que j'en ai déduit du personal branding et de la façon de se mettre en avant et de mettre en avant ses talents, ça fonctionne avec tout le monde. Et vu que mon but c'est d'aider un maximum de gens, il fallait que je verrouille ça, que je valide ça avant justement de faire ce qui est la prochaine étape, qui est de sortir ma formation en ligne, parce que forcément le coaching en one-to-one, c'est pas du tout les mêmes budgets que quand tu as toute la connaissance, mais à portée de clic, et là chacun se débrouille comme il veut, mais il y a cet aspect qui est beaucoup plus accessible, et moi c'est ça qui m'intéresse, ça a toujours été ça, c'est comme dans le tourisme de luxe, même si on m'a pas mal proposé de choses, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce que j'aime. Et peut-être que je garderai certainement cette partie coaching, parce que ça, je trouve ça quand même stimulant, et j'aime ce côté one-one. Mais j'aime aussi, et c'est important pour moi, de rendre mon information la plus accessible possible. Donc là, le next step, c'est effectivement de sortir ma formation en ligne. Cool. Et après la formation, t'as d'autres projets ou tu sais pas encore ? Certainement prendre des vacances, mais ça, c'est du perso. Et non, sinon, le but aussi, c'est on l'a déjà fait avec une personne, mais c'est avec mon équipe de prendre ce qu'on appelle des talents, des gens qui ont ce talent, qui ont envie de monétiser leur activité et de les accompagner sur ce chemin-là en fait, parce que je trouve ça top. Et évidemment, ce qui est important et ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc je ne cherche pas du tout à avoir 10 personnes, c'est peut-être une, voire 2 autres personnes, et de pouvoir progresser ensemble parce que leur business fait du sens. Quand on castera la personne, c'est que son business apporte une plus-value et quelque chose de positif dans le monde, et qui n'est pas là à dire fais 10 000 euros par mois avec du dropshipping et c'est ça que je veux vendre en formation. Voilà, ça ne sera pas ce genre de profil. J'ai rien contre, mais c'est pas dans mes valeurs. Ce qui donc, t'intéresse. non, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais du coup, ça veut dire que tu ferais un peu comme la création de contenu avec eux en accompagnement ? C'est quelque chose de ce type-là ? En fait, il y aura toute la partie création. Ils ont le talent, mais du coup, avoir un talent, c'est bien, mais il faut que ça aide les gens. Donc, il y aura toute la partie création de l'offre, comprendre ce qu'ils peuvent vraiment apporter et ce qui peut finalement apporter quelque chose et leur donner conscience aussi de ça. Comment tu fais pour créer une formation qui soit vraiment utile, comment tu testes avant, comment tu le vends aussi, parce que, encore une fois, tu peux avoir un bon produit si tu le vends mal et que finalement les gens, tu leur montres pas ce qu'il y a de bien, ils vont pas l'acheter, ils auront carrément raison. C'est aussi les aider dans leur stratégie de création de contenu, parce que moi je suis partisan quand même les gens achètent ton produit quand tu leur as d'abord prouvé que tu étais bon et que tu leur as apporté de la valeur, donc et pas forcément marteler en pub payante, mais d'abord avoir cette stratégie de création de contenu gratuit. Donc c'est les accompagner là-dessus, parce que ça je sais plutôt pas mal faire. Donc c'est toute cette partie-là en fait, les accompagner là-dessus et les emmener sur un niveau qu'ils ont envie d'atteindre, en espérant que justement ce business il apporte quelque chose de bien. On arrive sur la fin de l'interview. C'est quoi pour toi la plus grande leçon que tu aies apprise en fait pendant tout ton parcours professionnel en fait, de tes débuts au service client jusqu'à maintenant? Qui pourrait aussi être quelque chose qui peut servir aux personnes qui nous écoutent. La plus grande leçon, et je l'ai appris depuis que j'ai commencé à voyager, et je pense que je l'ai vraiment commencé à l'appliquer à 100% il y a quelques mois finalement. C'est vraiment d'écouter
son instinct tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au début, le truc, c'est que mon instinct était devenu tellement affûté grâce au voyage, parce que finalement, le voyage permet de l'affûter, parce qu'il n'y a que sur ça que tu peux compter quand tu es à l'autre bout du monde, que tu connais personne, que tu connais pas les lois et que tu sais pas trop, tu peux pas appeler un pote, etc. Donc il n'y a que sur ça que tu comptes, et donc c'est comme un muscle, comme n'importe quoi que tu utilises tous les jours. Tout à coup, ça devient vraiment très précis, très réactif, très pointu, et sur lequel tu peux compter. Et c'est devenu un point précis que même avec des gens. Il y a des gens au début, j'étais devenu super affûté, je les rencontrais, je dis ah non, lui non, je le sens pas, mauvaise énergie, ou ça va pas le faire, etc. Sauf que je n'écoutais pas cet instinct, parce que le premier abord, je me dis putain merde, en fait je suis devenu quelqu'un de super intolérant en fait. Je suis devenu quelqu'un de ultra fermé d'esprit. Et le mec, ou la personne n'a même pas le temps de me dire quoi que ce soit, que je déjà, ah non, je t'aime pas, tu vois. Et en fait, je me sentais coupable de me dire, putain, je deviens con. Tu vois, je deviens fermé d'esprit. Sauf qu'à chaque fois, le scénario que mon instinct m'avait annoncé dans ma tête, ou c'était ressenti ce petit, tu vois, ça se confirmait. Et aujourd'hui, en fait, la vie, elle est tellement plus simple. Alors, je dis pas que c'est plus facile. Parce que dire en gros à quelqu'un non, ou l'écarter tout de suite, ou une opportunité alors que elle va pas comprendre, c'est pas facile des fois de le dire, tu vois, mais c'est simple. Là, c'est simple. Et quand tu sais que tu as affûté ton instinct et que tu l'entends et que tu l'écoutes, et finalement, ce que je dis souvent, l'instinct, c'est le super pouvoir que tout le monde a. C'est le spoiler de ta vie. Ça te dit en permanence la meilleure fin que peut avoir ta vie. Et ce qui est fou, c'est que c'est comme Google, tu vois, le Google Maps. Si tu prends le mauvais chemin, il va recalculer la meilleure fin que tu peux avoir à partir du mauvais chemin que tu as pris. Et le plus dur, c'est que des fois, ça en est tellement facile et simple, parce que au fond de toi, tu le sais, mais que tu l'appliques pas. Et au jour où tu commences à l'appliquer en permanence, la vie, elle est dingue, elle est vraiment dingue. Nous, c'est un petit peu la règle avec Clem qu'on a En voyage. En voyage, ou même on l'a en voyage. plus en plus dans les autres facettes. C'est quand on le sent pas, on le fait pas, quoi. Tu vois, tu l'appliques à l'action, mais c'est même dans le business, c'est même dans l'interaction en fait avec des gens. Où, tu sais, ça en est vraiment là en fait. C'est ce côté genre, ok, mon corps il m'a dit que ce lieu-là, faut pas que je reste, que cette personne-là, ça sert à rien de lui parler. Donc on va rester poli et courtois, mais ça va pas aller plus loin. Et au début, je n'acceptais pas ça. Je me disais, mais non, vas-y, arrête. Et en fait, si, ça te fait gagner du temps, de l'énergie. Et au final, le temps et l'énergie, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Donc, tu sais quoi, j'ai décidé d'en prendre soin. T'as raison. Et est-ce que t'aurais un livre, un documentaire ou un film que t'aimerais recommander à des créateurs ? Sur la partie, je sais pas, création de contenu, je leur dirais lire The One Thing. Voilà, savoir prioriser les choses pour vraiment tout cartonner. C'est ce qui a vraiment m'a appliqué quelque chose de très important dans mon quotidien. Et sinon, à titre personnel, moi je leur dirais de commencer tout simplement par les 4 accords Toltec. C'est très bien pour du dev perso et commencer à mieux se sentir dans sa vie. Ok. Merci beaucoup, Alex. Merci les filles. Et on se retrouve bientôt. Vous pouvez retrouver du coup, Alex. C'est quoi le meilleur endroit déjà pour te retrouver ? C'est pour Google. Nouveau... C'est Google, tu tapes Alex Viseo, V-I-Z-E-O, et en fait après tu as juste à aller sur la plateforme que tu préfères. Je suis sur toutes les plateformes, donc après si t'es plutôt branché pro, tu vas aller sur LinkedIn. Si t'es plutôt un peu fun et à la volée, tu vas aller sur Insta ou sur TikTok. Tu vois, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Voilà. Et est-ce que tu as un site qui est déjà prêt pour ta formation où il pourrait te retrouver ou pas encore ? Ouais, Aventure d'entrepreneur. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à ma vie d'avant. Super. Et on va mettre tous les liens dans la description du podcast. Merci encore, Alex, d'avoir pris ce temps avec nous. Et donc, à très bientôt. Ouais. À très vite, merci pour l'invite. Ciao. Si t'es encore là, merci d'avoir suivi cette interview. Si t'as envie d'en suivre d'autres, tous les portraits de créateurs nomades qu'on a réalisés sont sur le blog voyageenrouelibre.com ou encore sur toutes les autres plateformes de podcast où on t'attend. Depuis l'interview, Alex a créé sa formation Brandéo Impact, mais aussi un e-book et sa méthode H8 que tu peux récupérer gratuitement sur son site. Et de notre côté, on t'a concocté un guide si t'as envie de te lancer en tant que créateur freelance. On y parle de comment te démarquer de la concurrence, comment attirer de très bons clients et fuir les clients vampires. On parle de portfolio, on parle d'énormément de choses pour te lancer de la bonne manière et surtout pour que ce soit un gros kiff. Et tu pourras aussi t'inscrire pour recevoir nos emails pour faire avancer ton projet semaine après semaine. Avec des contenus exclusifs qu'on ne partage pas ici. C'est gratuit, on te met tous les liens dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la transformation du bus. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.